Bonjour, est-ce que tu m'entends? Bonjour, oui, je vous entends. Vous allez bien? Oui, très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Bon, je suis navré pour le Pas de retard, souci. mais j'avais pas de lien sur Zoom pour me connecter à la session et j'avais pas envie d'éditer un lien si ça faisait Oui, bouger la plateforme. ok, pas de Je préférais souci. avoir un retour, mais super du coup. Ok, donc je viens de voir le message de ta mère. Aujourd'hui, on commence les révisions, c'est ce que je voulais te demander. Oui, voilà, c'est ça, les révisions du grand oral. Ouais, Et du coup, le grand oral, bah moi, normalement, j'ai la bonne version d'imprimé. super. Euh, je regarde quand même. Mais du coup, pour être sûr, est-ce que vous pensez que vous pouvez me la renvoyer Ouais, pas de problème. en numérique comme ça, je suis sûre Ouais, à 100%. pas de Merci problème. beaucoup. Je t'en prie. Et du coup, j'avais eu les notes entre-temps que le Ouais, CNED a corrigé pour le MC, tout ça, l'espagnol. ouais, Voilà. Donc, bah, du coup, l'espagnol, j'avais eu 20 sur 20. À, génial. ouais, à l'évaluation, elle m'avait dit très, très bien. Enfin, vous avez bien respecté toutes les consignes. Et à l'EMC, j'ai eu 19 sur 20. Donc, c'était très bien Bon, aussi. bah Il m'a dit génial. que c'était super précis, qu'il y avait eu beaucoup de recherches de fait et tout. Donc, franchement, c'est cool. Mais c'est génial. Ouais, ouais, Félicitations. c'est À super. nouveau, c'est toi qui as fait la grosse part du travail, Ouais, donc tu peux t'en réjouir et t'en féliciter. Vraiment, bravo à toi. ouais, merci beaucoup. Donc, je le retélécharge et je te l'envoie. Où est-ce que ça t'arrange le plus sur la conversation sur WhatsApp? Oui, je veux bien sur WhatsApp, s'il Ok, vous plaît. pas de souci. Alors, hop, hop, la conversation est ouverte. Euh, document, livre oral. Alors là, je te l'envoie. En fait, je me rends compte en version DocX. Est-ce que c'est ce qui t'arrange le plus? Je ne sais pas si tu fonctionnes avec un Mac et si en PDF, ce serait pas plus pratique pour toi. Oui, oui, c'est bon, j'ai un Mac, donc je pense que ça peut marcher. Ok, bon, j'ai envoyé, mais tu me dis si tu arrives à ouvrir et si Ok, c'est OK. Sinon, je change le format. ok, ok. Euh, ouais, c'est bon, moi j'arrive à l'ouvrir sur mon téléphone et là je vais l'envoyer sur l'ordinateur directement. Super. Hop, accéder. C'est bon, il va se mettre, mais normalement c'est bon. Je vais aller l'ouvrir, voilà. Oui, c'est bon, je l'ai. Super. Donc ça, du coup, et oui, et tout s'enchaîne en fait, oui, voilà, avec l'autre problématique après. Ok, Génial. bah Oui, oui, top. il y avait la totalité Oui, voilà. dessus. C'est bon, j'ai tout. Du coup, c'est bon. Ok, Ok, super. très bien. Euh, du coup, comment on fait? Est-ce que je le lis d'abord une première fois? Ouais, Euh, tu peux le lire dans sa totalité une première fois. Peut-être on va faire. Alors, idéalement, je pense que la meilleure chose, ce serait, ouais, tu le lises une fois pour le premier sujet, qu'on voit à peu près combien de temps ça prend, en se rappelant que le jour J, ce sera avec ta mémoire, donc du coup, tu auras moins de notes sous les yeux. Donc, forcément, ouais, tu bah je vais quand réviseras même, moins. enfin, je le réviserai quand même beaucoup, Oui, mais bien oui, sûr. enfin, après, oui, voilà, les phrases, je vais les changer, mais oui, voilà, ok. Ouais. Donc, du coup, bah, ouais, le truc, on peut le lire une fois ensemble pour voir combien de temps ça prend. Et après, éventuellement, s'il y a des modifications, alors il n'y aura pas de modifications à faire, mais en tout cas, dans un entraînement véritablement en conditions réelles, on peut le faire dans une seconde fois cette fois-ci pour voir les choses qui ont bougé, Oui, qui sont à oui. refaire. Et après, éventuellement, je te pose des questions, des choses comme ça. Ok, ben oui, oui, on peut faire ça. Ok, Et là, du coup, maintenant, je le lis en entier, c'est ça? ouais, pas de souci, ça me Je le va. lis, je le lis comme il est, enfin, je fais pas du tout en mode oral. Oui, oui, tu peux le lire comme il est là Ok, ok, dans une ok. première fois. Donc, comment l'intégration de l'anatomie dans la danse permet-elle de repenser la théorie et la pratique de cet art?
Justification du choix de la question, j'ai choisi ce sujet pour renouveler le débat autour de l'opposition entre art et technique en prenant l'exemple de la danse. Ce débat avait été initié par le philosophe grec Platon dans la République, où il opposait la technique qui révèle d'un savoir-faire utilitaire, et l'art, qui ne serait qu'une imitation, la mimésis, trompeuse du réel, éloignée de la vérité. Dans le cas de la danse, on peut se demander si l'anatomie, comme savoir technique dérivé de la médecine étudiant le corps et ses composantes, est radicalement opposée à la danse. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de formations jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, j'ai beaucoup mobilisé les connaissances anatomiques dans ma pratique. Nous allons aborder ce sujet sous trois angles. Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la façon dont l'anatomie se caractérise par un regard technique sur le mouvement. Puis, nous envisagerons le savoir technique comme un ouvroir d'art potentiel. Enfin, nous verrons que la relation entre anatomie et danse est un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire. Donc tout d'abord, l'anatomie se caractérise par un certain regard sur le geste dansé. Bien que l'anatomie soit indépendante depuis la Renaissance, ce regard n'émerge qu'au XIXe siècle avec le développement de l'approche expérimentale. Fondée sur l'observation répétée pour l'élaboration de lois générales, cette approche trouve dans la danse un moyen d'étudier le mouvement. Grand 1, anatomie et danse, un regard technique sur le mouvement. A, l'anatomie au service de la compréhension du mouvement en danse. Au XIXe siècle, avec les nouvelles techniques représentatives, photographie, cinéma, courant impressionniste en peinture, le mouvement retient toute l'attention des anatomistes. Paul Richer, un médecin et illustrateur français, propose son ouvrage théorique Physiologie artistique de l'homme en mouvement en 1895. Il explore les lois du mouvement humain et les impératifs à respecter pour atteindre le vrai dans sa représentation. Après lui, Georges Denis introduit l'usage de la chronophotographie. En capturant les gestes dansés par la photographie successive, Demuny parvient à décomposer le mouvement et à en comprendre la technique. Ces idées sont rassemblées dans les bases scientifiques de l'éducation physique en 1902, où il affirme que la danse est un acte esthétique et un ensemble de mécanismes corporels obéissant aux lois de la nature. B. L'anatomie au service de la représentation du mouvement en danse. Euh, Antoine Watteau. Ça, c'est encore sur les médecins ou... Oui, c'est Ça, c'est sur la partie qui est relative globalement Antoine à comment Watteau, on oui, représente. c'est pas un spécialiste, enfin, c'est Non, pas un... c'est pas un spécialiste, c'est un peintre en fait qui Oui, a ok, aussi ok, ok. utilisé ces techniques-là. Antoine Watteau utilise les connaissances anatomiques de la Renaissance pour représenter le geste dansé dans Fête galante, une série de toiles qui représentent des postures de danseuses et danseurs. Ah oui, ok. Oui, voilà. Toutefois, le tournant se produit au XIXe siècle avec l'essor du naturalisme, un mouvement artistique et scientifique qui vise à représenter fidèlement la nature. Edgar Degas réalise alors des études de ballerine en plein d'exercices comme la danse, comme dans la classe de danse, adoptant une posture médecin face au corps en plein exercice. En Angleterre, Edward Muybridge révolutionne l'étude du mouvement avec ses Animal Locomotion en 1887. Ces photogrammes décomposent les mouvements du corps d'une femme dansant. Après eux, donc des sculpteurs comme Auguste Rodin avec la danse conjuguent l'élan corporel et la tension musculaire. Harold Ergoton, au XXe siècle, applique les principes de la stromboscopie pour décomposer les mouvements successifs d'une danseuse dans une même photographie poursuivant le travail de Muybridge. Enfin, les mises en scène avant-gardistes d'Oscar Schleimer intègrent une approche géométrique à l'étude du mouvement relevant la structure plastique du geste dansé. C'est l'anatomie au service de la réalisation du mouvement en danse. Oui, lui, Oscar Schlemmer, c'est l'idée, je crois, de la kinésphère, tout ce qui va être ça. Je crois que c'est ce qu'il représente là sur la deuxième photo quand il utilise tous les bâtons, etc. C'est Ouais, pour tout à fait. prendre conscience du volume du corps dans l'espace et savoir se repérer dans l'espace.
Ouais, exactement. C'est pas lui qui théorise, je crois, le concept de kinésphère, mais il s'en inspire pour Oui, représenter oui, voilà, ouais. Mm. ces œuvres-là. Je crois que celui qui fait la kinésphère, c'est un petit peu plus tard que Ouais, c'était indiqué. oui, Mais t'inquiète. Ouais, c'est ça. ok. C'est l'anatomie au service de la réalisation du mouvement en danse, la théorie naturaliste, l'illustration et l'acquisition d'images du mouvement permettent dès la fin du 19e siècle la réplicabilité du geste dansé et son perfectionnement technique. Il offre aux danseuses et danseurs une clé de lecture du mouvement. L'héritage en est l'illustration de la motion capture, comme celle de l'Opéra de Paris. Mocap Lab permet de suivre et d'analyser les mouvements en temps réel. Cet outil permet de repérer les erreurs de posture qui ont des effets concrets sur la réalité technique du geste dansé. Par exemple, l'engagement des muscles profonds du tronc, comme le transverse et l'abdomen, est crucial pour maintenir une posture correcte et stable. Il assure la stabilité du bassin et de la colonne vertébrale, permettant une plus grande liberté de mouvement dans les jambes et les bras sans compromettre l'équilibre. Loin de n'être vouée qu'à proposer un regard technique et extérieur sur le mouvement, l'anatomie infuse aussi dans la danse et permet d'en renouveler les potentialités. De anatomie et danse, le regard technique comme voir d'art potentiel. Donc A, anatomie comme support de l'émotion. Dans la danse, le corps humain est le premier instrument de l'expression artistique. L'anatomie, en permettant de décomposer avec le corps, construit un langage corporel. Ainsi, la mobilisation maîtrisée de chaque muscle et chaque articulation joue un rôle clé dans la création de l'émotion. Cette position a été d'abord défendue par Diderot à propos du théâtre dans le Paradoxe sur le comédien en 1773. Sa thèse centrale repose sur une distinction entre émotion réelle et émotion maîtrisée. L'émotion maîtrisée chez le comédien ne viendrait ainsi pas de son cœur mais de son cerveau. Plus tard, c'est Rudolf Laban qui étend cette réflexion dans la danse The Mystery of Movement en 1950, en affirmant que le danseur ne doit pas se laisser emporter par l'émotion pour ne pas perdre la précision de son geste. Il doit chercher à maîtriser le mouvement, ce que permet l'anatomie. Ok. Il insiste sur donc la composition du corps avec le rôle charnière de la colonne vertébrale et de la posture. Une position voûtée ou contrastée peut signifier un état d'anxiété ou de dépression, ainsi qu'une posture ouverte et droite peut exprimer la conscience ou la liberté. La spatialisation du corps à travers la notion de kinésphère, il insiste. Ah oui, donc c'est lui, c'est Rudolf Laban, kinésphère. Il insiste sur le placement des membres, leur rapport entre eux et à ce qui entoure le danseur. Ok. B, l'anatomie, enjeu de questionnement sur le style. L'anatomie associe également les mouvements corporels au style de danse. Chaque style de danse socialise sollicite des zones spécifiques du corps. Par exemple, en danse classique, le travail des pointes sollicite particulièrement la structure osseuse du pied et les muscles des orteils du mollet pour maintenir l'équilibre et prévenir les blessures. À l'inverse, la gestion du centre de gravité, qui est essentielle en hip-hop, où les danseurs doivent souvent effectuer des mouvements à faible hauteur, comme les frises, mais l'anatomie peut aussi réunir les styles de danse selon les parties du corps qu'il mobilise. L'ancrage est aussi crucial en danse classique qu'en danse jazz, où le danseur engage un mouvement dans un sens, tandis qu'une partie du corps se dirige dans une autre. Ouais, contre-direction, contre-oralité. Cela crée un pont entre ces deux styles. L'expertise anatomique peut se mettre au service de la polyvalence des danseurs et des décloisonnements stylistiques. C'est la danse peut également se construire comme négation de l'anatomie. Toutefois, certains théoriciens de la danse se sont attachés à libérer la danse de l'anatomie. Il s'agit de tourner le dos au savoir naturaliste, qui ne fait que de mettre de l'ordre dans le savoir médical sans inventer. Dans le théâtre et son double, en 1938, Antoine Artaud s'enthousiasme pour le théâtre baliné, où la danse est proche d'une communication primitive. Il y voit un outil pour parvenir à un théâtre où le corps parle au-delà des mots. Pour lui, l'anatomie enferme le corps et ses contraintes rationnelles. Il défend alors un théâtre de la cruauté, où le corps dansant devient instrument de révélation, un moyen de transpercer l'âme par le geste. L'anatomie, qu'elle soit un modèle ou un repoussoir, permet donc d'ouvrir de nouvelles potentialités artistiques. Toutefois, le regard de l'anatomie sur le geste a t'infuser dans la danse.
et a contribué à renouveler les possibles de la danse. Les deux disciplines ne seraient donc plus opposées, mais l'anatomie serait le moteur d'une réflexion théorique et pratique en danse. 3. L'anatomie et danse, un exemple de décloisonnement disciplinaire. A. L'anatomie est devenue pour les chorégraphes une grammaire de la danse. À l'instar de la méthode naturaliste, l'anatomie dresse la liste de l'ensemble des possibles. Les chorégraphes ceux-là sont appropriés comme une véritable grammaire du corps. Elles structurent, organisent et donnent du sens au mouvement. Les détails d'une arabesque ou d'un développé seconde reposent sur la connaissance du bassin, des hanches et des muscles profonds, comme l'iliopsoas ou les adducteurs. De même, un mouvement tel qu'une pirouette demande une coordination fine entre les muscles du tronc, les deltoïdes et les stabilisateurs du bassin pour conserver l'axe et l'équilibre. Pour des chorégraphes comme William Forsythe, l'anatomie est un outil créatif. Il explore des possibilités biomécaniques du corps, jouant avec l'élan, l'alignement et la torsion pour composer le geste dansé. B. Les danseurs se sont appropriés l'anatomie pour discriminer les mouvements et prévenir les blessures essentielles. Une bonne connaissance de l'anatomie et des principes biomécaniques est essentielle pour prévenir les blessures en danse. La réalisation d'échauffements permet de limiter les tensions inutiles. Aussi, lors d'un plié, un mauvais alignement des genoux vers l'intérieur peut provoquer des douleurs aux ligaments croisés ou aux tendons d'Achille, surtout si les chevilles sont trop sollicitées. De même, les épaules ou les hanches très mobiles peuvent être sujettes à des luxations en cas de mauvais contrôle musculaire. L'exemple de Sylvie Guilhem illustre parfaitement l'efficacité d'une approche anatomique rigoureuse dans la récupération. Ainsi, la maîtrise des principes anatomiques ne sert pas seulement la performance, elle protège, ajuste et prolonge la carrière du danseur. C'est une intégration de l'anatomie à la formation des danseurs. La formation des danseurs illustre enfin la symbiose entre l'approche technique et l'approche artistique. Des écoles comme l'Opéra de Paris ont développé des programmes spécifiques d'anatomie en intégrant des cours sur la kinésiologie pour que les danseurs apprennent à mieux comprendre leur corps et à anticiper les risques de blessures. En outre, les danseurs qui prennent en compte les principes anatomiques comme l'optimisation de la respiration ou la maîtrise des muscles stabilisateurs connaissent des performances améliorées. À ce titre, certains ouvrages critiques, comme Taking Roots to Fly d'Irene Down en 1981, ont pour objectif de servir de manuel dédié aux danseurs pour leur permettre d'enrichir leurs entraînements grâce aux principes d'anatomie appliqués à la pratique artistique et sportive. Nous avons donc vu, donc, dans un premier temps, que l'anatomie pouvait se mettre au service du mouvement à travers le geste dansé dans ses trois dimensions, donc compréhension, représentation, réalisation. Puis nous avons envisagé ce savoir technique comme un ouvroir d'art potentiel, rénovant le champ des possibles de la danse. Enfin, nous avons vu que la relation entre anatomie et danse était un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire avec l'intégration de l'anatomie dans la théorie et la pratique de la danse. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse et l'anatomie sont un art et une technique indissociablement liés. Loin d'être opposés, l'anatomie s'est intéressée à la danse, tandis que la danse s'est enrichie des connaissances anatomiques. Cela nous montre que les limites entre les disciplines ne sont pas rigides. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Ok. J'ai noté, du coup, ça fait 13 minutes 30. Oui, c'est un peu long, mais c'est que vu que c'est tout rédigé, je pense que je Ouais, raccourcirai certains passages. ouais, ouais. Mais c'est très très bien sinon. Ok, oui, bah oui, je te le dis, ouais, c'est très bien. Si tu fais ça, il y a vraiment pas de souci à se faire. Ouais, donc s'il y a déjà le fait que tu repasses de ton côté et que forcément tu vas raccourcir, comme là tu lis la totalité, ça va tenir le temps. Éventuellement, s'il y a une partie peut-être que tu souhaites enlever pour raccourcir, je pense que peut-être ce qui était le plus long, et déjà j'ai vu ta raccourci, c'est bien, il y avait des choses que tu avais, c'était cool. Je pense sur la deuxième partie, tu avais bien raccourci ce que je t'avais envoyé, et c'est une très bonne idée. Mais tu peux encore raccourcir, je pense, sur le paragraphe, c'était le paragraphe B du 2. Oui, Donc voilà, oui. Oui, l'anatomie, parce enjeu que de comme ça questionnement sur le touche un style. petit peu moins, comme ça touche un petit Ouais, peu moins, peut-être, voilà, l'anatomie, tout ça. Oui, peut-être que mais bah, je c'est surtout raccourcirai. que, ouais, sur la partie, enfin, le dernier paragraphe de ce fait, si l'anatomie peut discriminer différents styles, en fait, c'était vachement proche de ce qui était déjà dit dans le paragraphe avant. Alors, Donc, je vais reprendre. C'est dans le grand 2, c'est ça? ouais, dans le grand 2, partie B, l'anatomie, enjeu de questionnement sur le style, ça parlait du hip-hop et du jazz.
avec les mouvements de L'anatomie associée frise. également au mouvement corporel et aussi, par exemple, en danse classique, le travail des pointes. Non, non, non. Ok. Oui. Ça, en soi, je peux raccourcir. Je peux juste dire, bah, en fonction tout simplement de différents styles de danse pratiqués, il n'y a pas forcément les mêmes exigences entre ces différents styles de danse et des éléments qui sont plus ou moins sollicités et importants en fonction des styles, donc tels que machin, machin, machin. Mhm. Puis Ouais, et bah quitte à ce qu'on te pose la question après, parce que tu as oui, été voilà, un c'est peu. ça. C'est qu'il faut que je leur laisse aussi qu'ils puissent Hmm. me poser des questions, peut-être. Ouais, carrément, comme ça, tu peux évoquer de façon un peu allusive, en effet, comme tu connais bien la danse classique ou d'autres Ouais, styles de ok. danse, vite Mm, fait, et comme ça, après, on te dira, mm, ah, bah, vous avez évoqué le jazz ou la danse classique, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette thématique-là? Et après, toi, mm. comme tu avais déjà plus, tu sauras expliquer. Oui, 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 Trop bah bien. oui. Donc ça, oui, et après, sinon, bah, les transitions, je les trouve, enfin, je pense que c'est vraiment important de les garder parce que c'est ce qui permet vraiment d'éviter de Ouais, trop parce que sinon réciter. ça va faire un peu brouillon et ça Ouais, fera ça peut-être clair entre les parties, du coup, et c'est bien. c'est ça. Comme ça, même si c'est pas tel quel que tu l'aies dit de ton côté, si tu penses à faire des transitions, ça sera OK. Donc très bien, d'accord. Bon bah, on peut rester sur ça, sur celle-ci. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites qu'on passe sur la deuxième orale, qu'on en fasse la lecture aussi, comme ça on voit comment ça se Oui, on passe, peut. ou qu'on reste sur le premier pour s'entraîner vraiment? Euh... Bah, au pire des cas, on a qu'à rester sur le premier. Comme Ok. ça, je m'entraîne un peu. Mhm. Euh, Voilà. Et, Ok, très bien. et d'accord, Donc ça correspond à tous les critères du bac qu'ils attendent pour. ah oui, tout à fait, vraiment, Ah ouais, ah bah c'est vraiment, cool. vraiment. Ok. Non, non, ça répond à tous les critères. Voilà, la seule différence que tu verras quand tu t'entraînes, et c'est ce qu'on va faire un petit peu maintenant, c'est que en fait pour les annonces des parties, comme c'est structuré, c'est déjà bien en introduction et en conclusion, mais dans les parties, voilà, ce sera de façon un petit peu plus fluide. Par exemple, le grand 1, ça sera donc nous allons voir d'abord que voilà, l'anatomie est un certain regard technique sur le mouvement de la danse. D'abord, l'anatomie permet la compréhension du mouvement de la danse, etc. Ok. Plutôt que un A et tout machin, mais ça tu le sais déjà, tu as déjà fait plein d'euros et Oui. enfin, voilà, le MC c'était excellent, donc y a pas de Ok. souci. Ok, ok. Ok, très bien. Donc, ben, ce qu'on peut faire, dis-moi si ça te convient, mais c'est qu'on le refasse de façon à ce que ce soit du coup toi qui le fasses version orale. Mais cette fois-ci, donc du coup, peut-être en faisant l'effort de ton côté de transformer un peu et pas d'en rester au texte. Et après, je peux te poser des questions sur ce que tu as dit pour compléter Ok. ou te mettre en situation orale. Ok. Oui, oui. Ok. Bah après, je pense, enfin, pour du coup, pour la première partie, vu que c'est un peu plus, enfin, historique, tout ça, je vais un peu plus garder, mais du coup, les autres parties, vu que c'est plus anatomie technique, comme ça, là, je pourrais Ouais, plus modifier, puis je pourrais citer des noms de muscles en plus, des trucs comme ça. ouais, bien sûr. Ah oui, carrément. Mais surtout que c'est en plus ce que tu connais le plus, donc autant, Oui, enfin, oui, bah oui. autant bien le développer et en même temps en garder un peu pour les questions, mais bien sûr, tout à fait. Ok. Donc, bah, si tu veux, je mets le timer et je te laisse le temps dont tu as besoin quand tu fais ta présentation et je te Et dirai du coup, après le la temps. question, ma problématique, faut que je la dise au tout début. Ta problématique, non, je pense pas. En fait, je Enfin, dis ça juste, j'ai dépend. choisi ce sujet pour. Oui, au pire, je la Oui, dis quand même. bah, tu peux la dire ou alors sinon tu remplaces parce que là, comme les questions elles étaient déjà mises, moi je l'avais indiqué de la sorte. Mais ce que les élèves font parfois aussi, c'est donc de remplacer ce sujet par j'ai choisi le sujet des relations entre la danse et l'anatomie pour renouveler nanana. Et, euh, et comme ça t'évite de dire enfin de façon artificielle la question. Mais par contre, voilà, de toute manière, les profs seront au courant de ta question comme tu veux. Ok, C'est l'un ou l'autre. ok, ok. Ok. Du coup, donc comment l'intégration de l'anatomie dans la danse permet-elle de repenser la théorie et la pratique de cet art? Donc moi j'ai choisi ce sujet pour renouveler le débat donc autour de l'oppression entre art et technique en prenant l'exemple notamment de la danse. Donc
Ce débat avait été initié par le philosophe grec Platon dans son œuvre La République, où il opposait la technique, définie comme la technique, qui révèle le savoir-faire utilitaire, et l'art, qui ne serait qu'une imitation trompeuse du réel, éloignée de la vérité. Dans le cadre de la danse, on peut se demander ici donc si l'anatomie est comme savoir technique dérivé de la médecine étudiant le corps et ses composantes, s'il est ici radicalement opposé à la danse. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie notamment d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, j'ai beaucoup mobilisé les connaissances anatomiques dans ma pratique. Donc je vais aborder d'abord ce sujet sous trois angles. Donc dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la façon dont l'anatomie se caractérise par un regard technique sur le mouvement. Puis nous envisagerons le savoir technique comme un ouvroir d'art potentiel. Et enfin, nous verrons que la relation entre l'anatomie et la danse est un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire. Donc tout d'abord, l'anatomie, c'est ce qui se caractérise par un regard donc, sur le geste dansé. Bien que l'anatomie elle soit indépendante depuis la Renaissance, ce regard donc n'émerge qu'au XIXe siècle avec le développement de l'approche expérimentale, notamment fondée donc sur l'observation répétée et l'élaboration de lois générales. Cette approche trouve donc dans la danse un moyen d'étudier le mouvement. Donc au XIXe siècle, avec notamment les nouvelles techniques représentatives telles que la photographie, le cinéma, etc., le mouvement retient toutes les intentions des anatomistes. Donc notamment Paul Richer, un médecin et illustrateur français, propose un ouvrage théorique, donc Physiologie artistique de l'homme en mouvement, en 1895, où il explore notamment les lois du mouvement humain et les impératifs à respecter, notamment pour atteindre le vrai dans sa représentation. Après lui, nous avons également donc Georges Demeny qui va introduire notamment l'usage de la chronographie en capturant notamment grâce à la photographie les gestes dansés de manière successive afin notamment ici de décomposer le mouvement et d'en comprendre la technique plus spécifique. Ces idées sont rassemblées donc dans les bases scientifiques de l'éducation physique en 1902, où il affirme notamment que la danse est un acte esthétique et un ensemble de mécanismes corporels qui obéissent à des lois précises. Donc par la suite, nous avons également donc Antoine Watteau qui utilise les connaissances anatomiques de la Renaissance pour représenter le geste dansé, notamment dans les fêtes galantes, où il représente en peinture les postures de danseuses et de danseurs. Toutefois, donc, le tournant va se produire donc, autour du 19e siècle avec l'essor du naturalisme, qui est donc un mouvement artistique et scientifique qui vise à représenter fidèlement la nature. Nous avons par la suite donc Edgar Degas qui va réaliser donc des études de ballerine et plein d'exercices dans la classe de danse, adoptant notamment donc une posture de médecin face au corps en plein exercice. En Angleterre, Edward Muybridge va révolutionner également cette étude du mouvement avec Animal Locomotion en 1887, où notamment donc, ces photogrammes décomposent les mouvements du corps d'une femme dansant, ce qui va nous permettre donc ici de pouvoir analyser et comprendre tous ces mouvements. Après eux, donc également des sculpteurs comme Auguste Rodin, donc avec la danse, vont conjuguer donc ici l'état corporel et la tension musculaire. Enfin, donc Harold Egerton, au XXe siècle, il va lui donc appliquer les principes de la stromboscopie pour décomposer les mouvements successifs d'une danseuse dans la même photographie, poursuivant le travail de Muybridge, mais avec donc ici une avancée technique et scientifique, puisque l'analyse du mouvement s'accompagne également des avancées techniques et scientifiques de l'époque et de ses améliorations. Enfin, donc, les mises en scène avant-gardistes d'Oskar Schlemmer intègrent également une approche géométrique de l'étude du mouvement, relevant la structure plastique du geste dansé. Donc, on verra par la suite qu'une notion de kinésphère sera définie.
La théorie naturaliste, l'illustration et l'acquisition d'images du mouvement permettent donc dès la fin du 19e siècle la réplicabilité du geste dansé et notamment son perfectionnement technique. Il offre aux danseuses et danseurs une clé de lecture du mouvement. Ta, ta, ta. Nous avons également donc l'Opéra de Paris qui va donc avoir un site qui s'appelle Mocalab qui va permettre notamment de poursuivre et d'analyser les mouvements en temps réel des danseurs et permettre aux danseurs d'accéder donc à cet outil qui va permettre de récupérer notamment les erreurs de posture et qui font des efforts concrets donc sur la qualité technique du geste dansé. Donc par exemple, notamment dans l'engagement des muscles profonds du tronc, comme le transverse et l'abdomen, qui sont les muscles les plus importants en danse, euh, afin de maintenir une posture stable et un alignement des trois volumes. Il assure également donc la stabilité du bassin et de la colonne vertébrale, permettant par la suite des mouvements en amplitude suffisante. Donc dans la danse, le corps humain va être notamment le premier instrument de l'expression artistique. L'anatomie, en permettant de composer avec le corps, construire un langage corporel. Donc ainsi, on sait très bien qu'une mobilisation maîtrisée de chaque muscle et de chaque articulation va jouer un rôle donc dans la création et l'émotion et de ce qu'on va pouvoir produire. Nous verrons que ça passera aussi par l'encéphale qui représente tout le cortex frontal qui va jouer également un rôle dans l'émotion en danse. Cette position a d'abord été défendue par Diderot à propos du théâtre dans le Paradoxe sur le comédien en 1773. Sa thèse centrale, donc à lui, repose sur une distinction entre émotion réelle et émotion maîtrisée. L'émotion maîtrisée chez le comédien ne viendrait pas ainsi de son cœur, mais de son cerveau. Plus tard, c'est Rudolf Laban qui étend cette réflexion à la danse, donc dans The Mystery of Movement en 1950, en affirmant que le danseur ne doit pas forcément se laisser emporter par l'émotion pour ne pas perdre la précision de son geste. Donc, sachant que l'émotion va d'abord passer notamment par la moelle épinière afin de rejoindre l'encéphale et de dicter une émotion. C'est en cela que cela va influencer sur notamment des mouvements de posture dans la colonne vertébrale et dans le bassin, puisque le bassin fait également partie de la colonne vertébrale. Donc, il doit chercher aussi une maîtrise du mouvement, ce que permet l'anatomie. Donc, lui, Rudolf Laban, il va notamment insister sur la composition du corps, avec le rôle charnière de la colonne vertébrale et de la posture. Donc, une position voûtée ou contractée peut signifier un état d'anxiété et de dépression. Donc, on verra également que l'état individuel et mental d'un individu va également avoir une part très importante dans ce qu'il va produire en danse. C'est pour ça que chaque jour, nous sommes différents à chaque cours de danse et que nous ne pouvons jamais reproduire le même geste au même moment. La spatialisation du corps également, donc il insiste sur ça à travers la notion de kinésphère. Il insiste donc notamment sur le placement des membres et leur rapport entre eux et à l'espace qui entoure le danseur. L'anatomie, elle associe également donc, des mouvements corporels au style de danse. Donc, chaque style de danse sollicite des zones spécifiques du corps. Par exemple, donc, en danse classique, nous allons avoir un grand travail au niveau de la posture et de l'alignement des trois volumes afin d'éviter notamment des blessures graves. Et les muscles transverses vont également être très importants afin de maintenir le corps en équilibre sur les pointes. À l'inverse, c'est la gestion du centre de gravité qui est essentielle en hip-hop. On va également retrouver cette notion de centre de gravité en danse jazz et en danse jazz également un ancrage profond du bassin dans le sol, ce qui est tout l'inverse de la danse classique où notamment il y a une élévation au niveau du bassin. Mais l'anatomie peut aussi réunir des styles de danse selon les parties du corps qu'il mobilise. Donc notamment l'ancrage est crucial en danse classique autant qu'en danse jazz. Donc toutefois, certains théoriciens de la danse se sont attachés à libérer de la danse de l'anatomie. Donc il s'agit de tourner le dos au savoir naturaliste qui ne fait que de mettre de l'ordre dans le savoir médical sans inventer. Donc dans le théâtre et son double en 1838,
Antoine Arnaud s'enthousiasme pour le théâtre baliné, où la danse est proche d'une communication primitive. Il voit un outil pour parvenir au théâtre où le corps parle au-delà des mots. Donc pour lui, l'anatomie enferme le corps dans des contraintes rationnelles. Il défend alors un théâtre de la cruauté, où le corps dansant devient instrument de révélation. L'anatomie, donc qu'elle soit un modèle ou un repoussoir, permet donc d'ouvrir de nouvelles potentialités artistiques. Toutefois, le regard de l'anatomie sur le geste a influencé dans la danse et a contribué à renouveler les possibles de la danse. Les deux disciplines ne seraient donc plus opposées, mais l'anatomie serait le moteur d'une réflexion théorique et pratique en danse. Donc notamment à l'instar de la méthode naturaliste, l'anatomie dresse la liste de l'ensemble des possibles. Donc les chorégraphes se sont appropriés comme une véritable grammaire du corps. Elle structure, organise et donne du sens au mouvement. Les détails d'une arabesque ou d'un développé seconde reposent sur la connaissance du bassin des hanches et des muscles profonds, comme l'iliopsoas, les adducteurs ou les abducteurs. De même, un mouvement tel qu'une pirouette demande une coordination fine entre les muscles du tronc, les deltoïdes et les stabilisateurs du bassin pour conserver l'axe et l'équilibre. Pour les chorégraphes, donc notamment comme William Forsythe par exemple, l'anatomie va être ici un outil créatif. Donc il va permettre d'explorer notamment les possibilités biomécaniques du corps, pouvant jouer notamment donc avec l'élan, l'alignement et la torsion pour composer le geste dansé. Donc il s'agit notamment ici d'avoir une très bonne connaissance également anatomique de la colonne vertébrale. Une bonne connaissance de l'anatomie et des principes biomécaniques est essentielle pour prévenir notamment les blessures en danse, qui représentent une grande part au niveau de la vie du danseur. Donc la réalisation d'échauffements et d'étirements également après les entraînements vont être très importantes, notamment afin d'éviter tout ce qui va être blessure musculaire, puisqu'en étirant les muscles et en hydratant beaucoup notre corps, nous éliminons les toxines présentes dans les muscles et c'est ces toxines-là qui vont faire que le muscle va avoir des contractures ou va même pouvoir aller par exemple jusqu'à la déchirure musculaire, ce qui va être très embêtant pour un danseur. Donc ici, nous avons par exemple l'exemple de Sylvie Guilhem qui illustre parfaitement l'efficacité d'une approche anatomique rigoureuse dans la récupération, puisque la récupération compte autant que l'échauffement pour un cours de danse. Donc ainsi, la maîtrise des principes anatomiques ne sert pas seulement à la performance, qu'elle permet donc de protéger, d'ajuster, de prolonger dans la durée la carrière du danseur. Et c'est très important pour le danseur d'avoir une bonne connaissance anatomique et de savoir étirer par exemple quel muscle à quel endroit et d'avoir vraiment une connaissance profonde. La formation des danseurs illustre enfin la symbiose entre l'approche technique et l'approche artistique. Donc dans des écoles comme l'Opéra national de Paris, ils ont développé donc notamment des programmes spécifiques d'anatomie en intégrant au cours de la kinésiologie pour les danseurs. Également des cours d'anatomie pour qu'ils permettent aux danseurs d'apprendre et de comprendre leur corps et surtout de le connaître et d'anticiper les risques de blessures. En outre, les danseurs qui prennent en compte les principes anatomiques comme l'optimisation de la respiration, la maîtrise des muscles stabilisateurs, connaissent les performances améliorées. Car ici, ce qui va vraiment compter en danse, c'est justement l'utilisation des muscles profonds et non des muscles superficiels afin justement d'avoir une extrême stabilité au niveau de l'axe entre la force de réaction et la force de gravité. Euh, à ce titre, donc certains ouvrages critiques, notamment comme Taking Roots of Fly d'Irene Down en 1981, ont pour objectif de servir de manuel dédié aux danseurs et de leur permettre d'enrichir leurs entraînements grâce à des principes d'anatomie appliqués à la pratique artistique et sportive. Donc nous avons donc vu dans un premier temps que l'anatomie pouvait se mettre au service du mouvement à travers le geste dansé dans ces trois dimensions. Puis nous avons envisagé ce savoir-faire technique comme un ouvroir d'art potentiel, rénovant le champ des possibles en danse. Enfin, nous avons donc vu que que la relation entre anatomie et danse était un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire avec l'intégration de l'anatomie, de la théorie et de la pratique de la danse. Donc, au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse et l'anatomie sont un art et une technique indissociablement liés. Loin d'être opposés, l'anatomie s'est intéressée à la danse et ces deux notions et ces deux pôles se complètent extrêmement bien. Je vous remercie pour votre attention. Et j'ai un peu dépassé, je crois.
Oui, t'as un peu dépassé, mais bon, c'est pas Ouais. grave, on est encore en train de d'ajuster les trucs, donc il y a pas de souci, Oui, y a pas de souci. Puis je pense qu'on te laissera un petit peu dépasser, mais le mieux, ouais, ce serait d'être oui, autour des 10-11 minutes à terme, mais il y a ok. pas de souci parce que c'est intéressant. Oui, Bon, je te pose, puis je raccourcirai à certaines parties. oui, ouais, oui, oui, bah, pas de souci. De toute manière, je pense que si on se s'entraîne semaine par semaine, on verra l'évolution Bah oui, oui, oui. de Puis en la, plus, de- enfin, vu que comme j'ai beaucoup d'exemples, comme ça, je pourrais en garder certains justement pour les questions si jamais ils me posent. bah, carrément, carrément. Bah, du coup, je te pose quelques petites questions par rapport à ce que tu as dit, et comme ça, de séance en séance, on s'entraînera sur des questions différentes. Donc, tu as parlé du fait que on avait de plus en plus dans la danse des réflexions sur l'anatomie et justement qu'on avait une intégration de l'anatomie à la formation des danseurs. Est-ce que de ton côté, dans ta formation, comment, enfin, en tout cas, comment est-ce qu'on intégrait l'anatomie à la pratique de la danse dans la formation que tu as eue jusqu'à présent? Bah alors nous, personnellement, chaque semaine, on a des cours d'anatomie. Donc on a l'équivalent de 3 heures d'anatomie qui nous sont donnés. Donc en cours d'anatomie, on voit d'abord donc bah, tout ce qui va être notion médicale pour vraiment bah, permettre d'apprendre et d'emmagasiner un maximum de connaissances afin de connaître le maximum de choses sur le corps, car plus on en connaît, mieux c'est pour la danse. Et souvent, dans une deuxième partie de cours, donc on va pratiquer. Donc soit on peut pratiquer par des étirements, des échauffements spécifiques pour comprendre justement comment on étire un muscle, qu'est-ce qu'il faut réellement parce que des fois ça se joue au millimètre près et il faut vraiment être très précis. Et des fois on va carrément pratiquer dans le mouvement pour pouvoir notamment bah, corriger par exemple des postures de cours qui sont incorrectes. Et ces postures de cours-là, bien sûr, donc en cours technique traditionnel et non en cours d'anatomie, on les revoit également, mais moins profondément. Et du coup, c'est vrai que bah, le fait d'avoir des cours d'anatomie, ça nous permet vraiment bah, de prendre plus notre temps pour corriger et de mieux comprendre aussi et d'avoir vraiment bah, une routine et de pouvoir appliquer plein de choses et de progresser en danse. Et aussi bah, de savoir ce qui est bon pour notre corps et d'éviter les blessures, car on a même des blessures en danse qui peuvent être irréversibles pour l'avenir. Notamment au niveau du bassin, il y a beaucoup de danseurs qui, par assouplissement excessif, qui se retrouvent bah, par exemple à 30 ans à avoir des prothèses au niveau des deux hanches et c'est très embêtant pour après la suite de la vie. Donc voilà, c'est très important, l'anatomie. Ok, je te remercie. Tu as dit aussi au début, jusqu'à présent, quand tu as parlé de ta formation et dans le fait que l'anatomie, elle avait joué un rôle important, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que ça voudrait dire donc que tu considères que par exemple l'anatomie jouera un rôle différent dans la formation que tu envisages dans les années futures? Est-ce que ça veut dire que tu changes de formation? Est-ce que tu pourrais un peu développer sur cet aspect-là? Bah, pour moi déjà, j'ai vraiment vu déjà la différence entre les années où justement j'ai pu avoir des cours d'anatomie et les années où je n'en ai pas eu parce que bah, comme je l'ai dit avant, ça permet vraiment d'avoir une connaissance approfondie et une connaissance que quasiment finalement tous les individus ignorent, sauf bah, ceux qui, je dirais, ont fait des études de médecine. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a permis de vraiment progresser, moi, dans mon cursus en danse, de comprendre aussi bah, par l'anatomie la spécificité de chaque discipline, ses principes. C'est vrai que c'est, c'est très technique, la danse, et c'est pas forcément facile à comprendre, mais le fait justement bah, de passer par l'anatomie, ça permet d'avoir un autre regard et d'améliorer et de se perfectionner dans la qualité. Et en danse, c'est la qualité qui va vraiment nous faire monter au plus haut. Donc pour moi, bah, ça m'a vraiment aidé pour cette partie-là. Ok, super. Et Et puis bah, il y après, a... pour la suite, c'est toujours intéressant aussi, bah, même si on ne fait pas forcément des études de médecine, c'est toujours intéressant aussi d'avoir une connaissance bah, sur le corps, etc. et ses principes. Voilà. Ok,
C'est très intéressant, oui, je suis assez d'accord. Oui. Au-delà de ça, donc si on s'écarte un petit peu de la danse, enfin, est-ce que pour toi, du coup, c'est au terme de cette recherche-là, c'est important de connaître l'anatomie, par exemple, pour pouvoir représenter fidèlement le corps ou en tout cas donner une dimension artistique au mouvement, que ce soit du côté des danseurs ou des personnes qui le représentent. Est-ce que c'est important pour toi et pourquoi? Bah oui, moi ça me semble assez important, notamment j'en avais parlé un petit peu là dans l'oral, mais au niveau justement bah, tout va se jouer au niveau du cerveau, donc de l'encéphale. Et, euh, et en fait, c'est chaque jour, les individus donc, bah, ressentent des émotions différentes. Chaque jour, on est différent. Et c'est justement bah, ça qui va être intéressant de comprendre pour pouvoir justement bah, comprendre par exemple notre état du jour. On peut avoir, par exemple, en fonction des émotions qu'on ressent le jour même, un mauvais alignement justement bah, postural. Et par exemple, bah, dans des exercices complexes comme des tours en danse, ça va vraiment porter préjudice parce qu'il faut vraiment être aligné. Et, euh, et le truc, c'est qu'on n'est jamais aligné, on ne peut jamais en danse reproduire un mouvement parfaitement comme on a pu le reproduire par exemple les jours précédents ou qu'on le reproduira. Tout est vraiment en fonction du jour, donc c'est très intéressant et important aussi de comprendre aussi et d'avoir même un suivi psychologique pour comprendre également comment fonctionne le cerveau et comment ça peut influencer également notre rapport à la danse. Donc c'est pour ça aussi que notamment par exemple même à l'Opéra de Paris, il y a des danseuses qui suivent des psychologues sans même avoir forcément de soucis, mais juste pour mieux comprendre un peu comment fonctionne justement leur corps et comment ils ressentent les choses et ce que ça peut jouer justement en danse. Donc ça aussi, une connaissance profonde de l'anatomie permet aussi de comprendre cet état-là et ce point de vue-là. Ouais, Voilà. ok. Une dernière question, comme ça après je te dis deux, trois trucs sur l'oral, mais enfin, c'est très bien, hein. C'est très bien, pas de souci. Juste une question qu'on pourrait te poser aussi, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu ne connaissais pas, pardon, à propos de l'anatomie que tu as apprises au cours de la recherche documentaire et de la réalisation de cet oral-là? Moi, c'est vrai que du coup, ça va faire maintenant 3 ans, donc on suit des cours d'anatomie, donc à peu près entre 3 heures et 4 heures par semaine. Donc c'est vrai qu'on a pu emmagasiner pas mal de connaissances, apprendre. Après, moi, je fais aussi beaucoup de recherche personnelle parce que nous, dans notre formation en tant que danseur, on va pas pousser jusqu'à un programme anatomique, par exemple, de première année de médecine ou tout ça, ce qui est normal. On va voir vraiment les grandes lignes. On va pas voir forcément tous les noms des muscles, etc. Mais du coup, moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de recherches dans des livres d'anatomie pour apprendre notamment plus de muscles et savoir également ce qui se passait parce que tout est lié dans le corps et finalement, pas connaître tout, des fois c'est un peu déstabilisant ou ça peut un peu nous perturber parce que tout est lié. Et c'est vraiment important de connaître, peut-être pas la totalité, mais d'en connaître pas mal, c'est vraiment important. Donc ce qui me manquait un peu dans mes cours, du coup au niveau de l'école, je me suis pris un livre et je révise aussi de l'anatomie pour emmagasiner encore plus de connaissances et savoir exactement aussi comment s'étire chacun des muscles parce que chacun des muscles, par exemple, a besoin d'être étiré. Et là, dans notre formation, on ne peut pas tout voir en 4 heures par semaine. Et c'est vrai que moi, j'avais par exemple besoin, en tant que danseuse, d'étirer certains muscles qu'on n'avait pas forcément vus. Donc, je suis allée chercher dans un livre comment s'appelait le muscle, comment on pouvait l'étirer, tout ça, afin d'être précis et de vraiment focaliser sur ce muscle-là, par exemple.
Donc oui, j'ai fait aussi des recherches complémentaires du coup en anatomie. Ok, bon bah parfait. On va s'arrêter là pour les questions sur Oui. sur l'oral pour cette fois-ci. C'est vraiment trop bien comme présentation. C'était vraiment très agréable à écouter. C'était clair. C'était voilà, tu suivais Bah, ton merci fil, même beaucoup. si tu te mettais pas la pression. Enfin, même si ça Non. sentait qu'après tu essayais globalement de speeder quand même pour tenir le temps, mais c'était vraiment très bien. Peut-être le seul point sur lequel tu peux faire Oui, attention c'est sur le 2A, en fait, vraiment resté très longtemps, mais je pense que c'est parce que c'est une partie qui te tenait à cœur dans la mesure où il oui, y avait la notion de oui, mais oui. kinésphère. Mais je pense que pour cette partie-là, va Ouais, falloir faudrait que faire je trois points. synthétise. Ouais. Genre, tu te dis, genre, les deux, trois points importants, et comme ça, Mm. tu les mentionnes, tu n'oublies rien, mais tu t'étends pas trop longtemps, quitte à ce qu'on te pose des questions. Parce que Oui. du coup, je crois que tu es resté 3 minutes enfin, deux, 3 minutes sur cette partie-là. Ce qui est trop en fait pour un oral, c'est quasiment le Mm. tiers de ton temps. Oui. Donc ça fait partie des endroits sur lesquels tu peux raccourcir. Mais sinon, dans l'ensemble, enfin voilà, moi j'ai rien à dire. Tu fais ça Mm. le Ok. jour de l'oral, tu as une excellente note, Ouais. voire. Enfin, bon, je vais pas m'avancer sur la note, donc je te dirai Oui, pas la note que oui. tu auras. Mais Oui, parce on que c'est sait pas moi jamais, mais. l'examinateur, mais en tout cas, tu aurais une très bonne note. Donc il n'y a Ok, pas de souci. ok. Bah, trop bien. Donc c'est ça qu'il faut viser. Ok. Donc là, Et ça du veut coup, dire les ouais. questions, ça va. Enfin, si on répond comme ça, à peu Ah oui, près. c'est très bien. C'est Oui, très bien. voilà. Je pense que, alors, moi, j'ai à la fois fait passer, bon, j'ai une petite expérience en tant qu'enseignant, mais elle n'est pas non plus si grande que ça. Mais surtout, j'ai une expérience en tant que personne qui a passé des concours et des oraux. Et Oui. je sais globalement ce que les personnes attendent, c'est-à-dire globalement que tu répondes, mais aussi que tu comprennes l'esprit de la question, ce que tu fais très bien. Et donc là, il y a vraiment aucun souci. Peut-être le seul conseil que je te donnerais, c'est Oui. essayer de répondre de façon concise. Comme ça, tu donnes à ton jury la possibilité de te poser plusieurs questions pendant le temps qui Ah, te oui, sera alloué. ok. Parce qu'en fait, Ok, si on a le temps de te poser que deux questions, parce que voilà, ils enchaînent, quoi, ils vont entendre plein d'étudiants à l'appel. S'ils ont ok. le temps de t'en poser que deux, ils auront moins une impression waouh que si tu genre, as répondu à quatre ou cinq questions. Et je sais que tu pourrais répondre à toutes les questions, donc sois pas, enfin, n'aie Ah, pas oui, peur de ok, te faire ok. coincer par une Oui. question. Mais en tout cas, voilà, genre, que tu te dises, il faut que je vise au Ok, moins qu'on me pose quatre questions pendant l'oral. ok, ok, ok. Comme ça, Bah, trop bien. tu vas mettre des points de ton côté. Ok. Même si c'est pas un concours à nouveau, mais c'est important Non, de se non, mais dire quand oui, même, ça donne oui. une impression aussi pour le jury Oui, de dialogue aussi. oui, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Non, mais c'est trop bien. Mais Est-ce que oui. tu veux qu'on passe sur le deuxième oral, du coup, d'ici à la fin de la séance? Oui, bah, je peux le lire. Je peux le Ouais. lire. Hop. Rappelle-moi, on a 1 heure et demie ou 2 heures aujourd'hui? Je Une heure crois et que c'est demie. qu'une heure et demie, oui. Ok, d'accord. Mais c'est pas Bah, grave, au pire des cas, le deuxième, comme ça, on le refera la semaine prochaine. oui, oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Mais histoire de voir bon, Oui. combien de temps ça prend et Et du coup, les éventuelles l'oral, adaptations. apparemment, ça serait peut-être le 26 juin pour nous. Enfin, elle nous a dit la prof, apparemment. Mais enfin bon, Ok. ça laisse le temps, quoi. Bien sûr, ouais, tout à fait, ouais, carrément. 26 juin, et je crois que ça va jusqu'au 1er juillet ou 3 juillet, enfin, je sais plus, mais. Ah ouais, d'accord, il y a des gens qui passent tard. Mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours tard pour les oraux de terminale. Ben oui, mais moi, enfin, l'oral du bac de français l'année dernière, je crois que je l'ai passé dans les derniers jours. Enfin, c'était pas juillet, mais c'était fin juin. Ouais. Bon, l'avantage, c'est qu'on a plus de temps pour réviser, mais je te le dis tout de suite, t'as pas besoin de temps pour Oui, réviser et oui. t'es pas à la bourre. Donc, bon, je sais que le Oui, mieux, puis c'est de enfin, le ça va, passer tôt pour rester pas pressé. c'est pas comme l'oral du bac de français où là, l'oral du bac de français, il faut vraiment apprendre parce que bah, c'est des trucs Mhm. précis à ressortir. Là, du coup, c'est un peu libre. Ouais, Enfin, faut que ça soit précis quand même, mais c'est un bien peu plus sûr. libre. Ouais, non, non, mais là, il y a pas de souci, vraiment. Je me fais aucun souci pour toi sur ce type Oui. d'exercice-là. Vraiment pas. Ok, trop Du bien. coup, je lis le Ouais, sur deuxième l'oral 2 ouais, oral. tu peux Ok. partir sur l'oral 2 qu'on voit, parce que je sais que, par exemple, le grand 1, il est assez long, donc peut-être ça sera vraiment la Ok. partie sur laquelle on raccourcira. Mais on va voir d'abord dans un premier temps. Ok.
Hop. Donc, dans quelle mesure la danse est-elle un miroir de la société et de ses évolutions? Justification du choix de la question. J'ai choisi ce sujet pour renouveler un débat issu du champ de la philosophie politique posé pour la première fois par Hegel dans le principe de la philosophie du droit en 1821. Les lois doivent-elles refléter les transformations contemporaines de la société ou bien sont-elles perceptives chargées de réformer la société? Ainsi, mon sujet cherche à s'interroger sur le statut de la danse comme reflet des évolutions sociales, mais aussi comme moteur de ces évolutions. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, mon expérience en tant qu'artiste et spectatrice m'a donné envie d'explorer des moyens qu'avait cet art pour transformer la société, de comprendre comment elle avait permis de la faire progresser. Nous allons aborder ce sujet donc de manière dialectique. Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la fonction révélatrice de la danse comme image de la société et de ses évolutions. Puis nous envisagerons la danse comme un outil d'élévation et de correction des pratiques sociales. Enfin, nous verrons la relation qu'entretiennent la danse entre la société. La danse et la société sont marquées par des négociations liées à la nature dramatique, dynamique de cet art et à sa réception. La danse, donc comme d'autres arts de la scène, a pour vocation de représenter. Elle représente une certaine image de la société comme d'autres arts. Elle a participé à reproduire certaines scories de la société, comme les inégalités de classe, de genre, mais aussi leur gommage autour du temps. 1. La danse reflet des sociétés du marqueur d'élite à la démocratie, donc à un art d'élite. L'histoire de la danse comme pratique de classe est marquée par deux périodes structurantes. Une lente montée en puissance donc d'une danse codifiée et monopolisée par les élites depuis le Moyen Âge est liée à la construction de l'État monarchique en Europe, dont les principaux contributeurs sont Catherine de Médicis et Louis XIV. Un mouvement de démocratisation dont les racines en Occident trouvent la Révolution française. Abolition des privilèges, accélérée des évolutions de la société au sortir de la Première Guerre mondiale durant les années folles. De nouvelles danses émergent comme le Charleston et le swing, explorant les nouveaux styles à côté des traditionnelles danses de salon du 19e siècle. Aujourd'hui, à l'ère des médias et d'Internet, la danse est caractérisée par une accessibilité croissante, notamment sur des plateformes YouTube ou TikTok, qui permettent un visionnage pour tous. Donc B, des rapports de genre reflétés dans la danse. La danse a également participé à une division genrée des rôles. Donc jusqu'au Moyen Âge, la danse se pratique collectivement à la Renaissance. La construction d'une étiquette et des cours royales européennes change la donne. La danse devient également un outil politique de domination sur le corps des femmes, avec l'émergence de l'opéra. Les hommes accaparent les rôles de premier temps. La ballerine est portée par son partenaire masculiné, nanana, donc comme Odette dans Le Lac des Cygnes, Gisèle pour le ballet Éponine. Euh, Sous le Second Empire et la Troisième République, comme Marquita à l'opéra comique, elle abandonne les costumes traditionnels comme le tutu au profit des costumes plus narratifs. Elle errait sur la scène de manière à laisser plus de place à l'expression des danseuses. C'est aujourd'hui une image fidèle de la société ou un miroir déformant. Ainsi, la danse s'est ouverte aux problématiques contemporaines telles que la diversité et l'inclusion afin d'offrir une image fidèle de la société et de ne pas reproduire les logiques d'invisibilisation. Ces problématiques bousculent les standards esthétiques longtemps façonnés par une vision eurocentrée du corps du danseur. Exemple donc avec notamment la silhouette longiligne, la musculature fine et l'homogénéité de la troupe. Ainsi, la figure de Misty Copeland est caractéristique de cette évolution devenue en 2015 première danseuse principale afro-américaine de l'American Ballet Theatre. Elle fait la narration de son parcours dans son autobiographie Life in Motion, A New Clay Ballerina. À ses yeux, son parcours illustre la lente transformation d'un système marginal, toujours certains artistes, minorités ethniques, femmes, peau noire, personnes noires. La danse proposerait donc une image de la société travaillée de l'intérieur par ses évolutions. Toutefois, la danse n'est pas une table rase façonnée par les évolutions du monde contemporain. Loin d'être seulement un miroir de la société, elle revendique également un pouvoir de transformation de cette société.
De la danse contre la société, un art de contestation, la danse, un art de non-violence. La danse, par définition, est un acte désintéressé dont l'objectif est de susciter l'émotion. La gratuité du geste dansé peut alors faire un outil pertinent de contestation de la brutalité, un manifeste de la non-violence. Marie Wigman, donc pionnière de l'expressionnisme allemand, mobilise des gestes compulsifs et des ancrages puissants dans sa danse de la sorcière Exontons en 1914. Ils traduisent des états émotionnels intenses, souffrance, solitude, chaos, sans jamais recourir à la narration. Ce corps habité devient alors un moyen d'exorciser la violence par la formation artistique. Et elle a dit la citation: aucun art fort ni convaincant n'est jamais sorti d'aucune théorie. Plus tard, dans l'entre-deux-guerres, la Table verte de Courgeos en 1932 montre le pouvoir de la danse comme satire politique du nazisme. Les figures grotesques des diplomates représentant leur ballet cynique autour d'une table de négociation contrastent violemment avec des corps souffrants des soldats ou des mères dénonçant l'absurdité de la guerre. Les danses d'extérieur à l'Occident ont aussi exploré ce registre. Par exemple, le buto, euh, créé dans les années 1950 au Japon, illustré par les chorégraphes donc Tatsumi Hijikata et Kazuo Ono, nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Par des corps peints en blanc, des mouvements ultra lents ou saccadés, les danseurs du buto évoquent l'irradiation et la mort au lendemain des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Si l'image de la société qu'offre la danse s'est complexifiée, c'est aussi car la danse a fait sienne cette tâche de dénonciation des inégalités sociales. C'était aux États-Unis avec les mouvements pour les droits civiques dans les années 1960 que les standards de la danse ont d'abord été remis en question. Il s'appuie sur une contestation des inégalités raciales encore présentes dans les États du Sud. Le passé esclavagisme issu de la colonisation y a façonné des rapports entre blancs et noirs. Ce dont témoigne le Minstrel Show. Cette forme de spectacle populaire, née aux États-Unis au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, fondée sur une pantomime d'artistes blancs qui vont se peindre la figure, donc on va les appeler les blackface, et représentant donc des noirs comme paresseux, comiques ou infantiles, a joué un rôle crucial dans la propagation du racisme aux États-Unis. Ainsi, donc Joséphine Baker, dans les années 1920, lorsqu'elle arrive en France, elle va notamment donc détourner des motifs comme le cakewalk pour en faire une arme iconique et provocante de la réappropriation identitaire. Le geste dansé est marqué par la prise d'appui au sol et des sauts répétés comme une danse parodique empruntée aux esclaves mimant leur maître symbolisant l'élévation des Noirs. La danse Strange Fruit, interprétée et chorégraphiée par Pearl Primus en 1945, réinvestit les éléments de danse afro-américaine pour dénoncer le lynchage racial des États-Unis. Parallèlement, les figures comme Catherine Dodam, anthropologue et chorégraphe, ont contribué à introduire des formes issues de la diaspora noire dans des scènes de Broadway ou au cinéma, tout en luttant contre les stéréotypes. Également, donc, la danse a contribué à renouveler les représentations de genre. Ainsi, la pièce Café Muller, donc en 1978, de Pina Bausch, interroge les relations entre hommes et femmes à travers des interactions chorégraphiques qui établissent un lien d'égalité entre les deux genres et permettent le dialogue. Plus tard, le ballet Blue Lady en 1983 de Caroline Carlson évoque la place de la femme à travers le mouvement d'une danseuse seule, vêtue de bleu qui lutte contre les forces invisibles, symbolisant les contraintes sociales et inférieures. Dans Gravité, donc d'Engin Preljocaj en 2018, il va notamment donc travailler sur la relation du corps à la force physique, mais aussi symbolique de la gravité. Loin des figures classiques de la ballerine fragile ou éthérée, la danse de gravité présentée comme des sujets pleinement actifs et moteurs. Le rôle des danseurs masculins va également évoluer dans la danse, donc comme en témoigne la réinterprétation du Lac du Cygne par Mathieu Bourse en 1995. Les hommes, donc, dont le répertoire s'est étendu à des rôles traditionnellement féminins, y incarnent des signes féminins, symboles de grâce et de vulnérabilité. La danse contemporaine s'engage de plus en plus en faveur de l'écologie en dénonçant notamment la société de consommation. Donc des chorégraphes comme Joël Bouvier et Régis
Obadiah, dans des œuvres comme Le Cri en 1981, Welcome to Paradise également, Les Enfants du Silence en 1984, mettent ainsi en scène un corps contraint par la société. Dans Ice Memory de Victoria d'Uberville, évoque la fonte des glaciers à travers un travail chorégraphique sur la fragilité et la disparition donnant à voir l'urgence climatique. Certains spectacles intègrent ainsi des costumes conçus à partir de textiles recyclés. Ainsi, la danse devient un vecteur de prise de conscience écologique à la fois par son contenu et par ses choix de production. Donc ainsi, la danse serait également un art contestataire, participant à la réforme de la société. Toutefois, c'est peut-être mettre de côté la communication qui s'établit nécessairement entre les danseurs et le public qui fait de la danse comme d'autres arts de la scène une pratique ancrée de la société au-delà du spectacle, tendant au spectacle un miroir pour interroger. Donc la danse parvient à critiquer la société précisément par sa dimension dramatique et son pouvoir mimétique, en donnant à voir les corps tels qu'ils sont traversés et les normes sociales, leur rapport de pouvoir ou les inégalités. Elle agit comme un miroir révélateur. Parmi les exemples que nous avons évoqués, les chorégraphies de Pina Bausch, par exemple, mettent en scène des rituels sociaux codifiés, des gestes répétés jusqu'à l'épuisement pour mieux en dévoiler la vacuité ou la cruauté. Ça, c'est notamment donc dans Café Muller. De même, le duo Joël Bouvier et Régis Obadia traduisent les rapports de force souvent conflictuels révélateurs de tensions au sein de la société. L'image de la société capturée par la danse est rarement explicite. Elle fait appel au spectateur dans une communication qui en ouvre le sens. Merce Cunningham, par exemple, dans Roi Oratorio en 1983, privilégie la présence des danseurs à toute mise en scène décorative et utilise des sons électroacoustiques pour créer un espace d'écoute ouvert. Donc là, dans cette pièce, il utilise notamment donc que des sons du quotidien qui vont être accumulés ensemble afin de créer un chaos. Euh, et euh, et donc notamment donc laissant aux spectateurs la liberté d'interprétation. De même, la danse des éventails d'Andy de Groat en 2018 repose sur la répétition de motifs qui transmettent des émotions sans narration explicite. Maggie Marin, quant à elle, utilise le théâtre dansé pour interroger les normes sociales, donc notamment dans Maybe en 1981, elle évoque la vulnérabilité humaine face au conformitisme, tandis que dans Haha, en 2006, elle dénonce notamment les moqueries cruelles et les préjugés de la société. Toutefois, ces motifs apparaissent en filigrane et ne sont jamais réellement explicites. La composition est faite de suggestions t'invitant la subjectivité du spectateur. Stéphane Broukowicz et Chloé Réjon rendent cela manifeste en 2009 dans leur mise en scène d'une pièce, Une maison de poupée, écrite par Henrik Tenin en 1878. Et donc Nora, une jeune femme prisonnière de son mariage, se lance à la fin de l'acte 2 dans une danse frénétique. La tarentelle, danse compulsive et isolée, la tarentelle frappe le spectateur par l'évocation de l'enfermement, de la femme dans une société patriarcale. La danse, moyen de communication entre la danseuse et les spectateurs, suscite l'effroi face à la violence des normes sociales envers les femmes. Le sentiment d'injustice suscité par les passions représentées dans la danse prive l'art de sa gratuité et fait du public, lorsque le rideau tombe, la dépositaire d'une indignation à faire fructifier dans le réel. Nous avons donc vu, dans un premier temps, nous avons montré que la danse pouvait fournir une image de la société suivant ses évolutions, puis nous avons exploré le pouvoir critique de la danse comme outil de remise en question de la société et de réforme. Enfin, nous avons compris que cette interrogation sur la société euh, et moins d'une remise en question de celle-ci qu'un pont jeté entre les danseurs et le spectateur chargé d'élucider le sens du mouvement et de faire fructifier dans le réel. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse reflète les évolutions de la société, mais également qu'elle participe à la transformer. Ainsi, la danse serait une performance qui interpellerait la société et qui participerait à la réformer. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Bon, on a un peu dépassé aussi. Ouais, à nouveau, pareil, bah, c'est 4 minutes de trou par Mais je rapport. crois que, je crois que celui-là, enfin, je crois que pour cette question-là, c'est plus long le texte que pour l'autre. Oui, tout à fait. Et puis même sur la première partie, tu as déjà bien résumé, mais je pense que Oui, tu pourras encore ouais, parce qu'en fait, il y aura moins enfin, il y aura moins de choses à dire dans la partie 1, idéalement. Si, genre, il y a des choses
à résumer, je pense que ça sera sur cette partie-là, quoi. Ok. Parce que sur le reste, ce que tu as dit, c'est pertinent, c'est plus lié à ce que tu fais. Et voilà, genre, il y aura des choses je sais pas, genre, à garder plus dans cette partie-là que dans la première, qui est davantage introductive. Je pense que c'est sur ça qu'on fera des coupes si jamais il y a Oui. besoin d'en faire. Ok, d'accord. Donc, je sais pas si on aura la totalité de la possibilité sur le temps qui nous reste d'en faire une passe entière dessus et que je te pose des questions. Qu'est-ce que tu préfères qu'on fasse? Que je te pose des questions de mon côté sans que tu aies refait la totalité de Oui, je veux bien. l'exposé? Bah oui, on n'a qu'à poser des questions. Ok. Tant qu'à faire, on va faire ça. Ok. Donc du coup, est-ce que tu pourrais justifier le fait d'avoir choisi justement une question là-dessus? Est-ce que c'est lié à des interrogations que tu te fais de ton côté sur la pratique de la danse et ce qu'elle permet? Oui, donc bah moi j'ai choisi ce sujet parce que ça me semble donc notamment important de connaître l'histoire de la danse, de quoi va émerger par exemple un style de danse, de quoi est-ce qu'il va être porteur et vecteur historiquement. Donc par exemple on a vu donc aux États-Unis que la danse jazz créée aux États-Unis va être quand même issue de la colonisation donc d'un fait historique. Par exemple, nous avons vu également, donc deuxième exemple, le Buto au Japon, qui va émerger donc à la suite des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Et c'est vraiment en fait le contexte historique qui est important à comprendre parce que c'est ça qui va faire que ça va vraiment donner une part et un style bien précis à la danse. Et ça va permettre également donc de porter une danse qui va être vecteur d'émotion et qui va être interprétée d'une certaine façon bien précise. Et c'est ça aussi qui va pouvoir faire bah, notamment cette particularité-là, ce qui est aussi important dans la danse, de toujours se réinterpréter, se remettre en question. Et pour moi, bah, c'est vrai que là, la danse va encore continuer à évoluer dans le futur, mais c'est aussi très important bah, de pas forcément penser qu'au futur, mais d'aussi revenir sur le passé et sur ce qui s'est passé pour justement comprendre bah, les mécanismes et ce qui s'est passé à telle ou telle période. Et voilà. Ok, très bien. Et par rapport à l'ensemble des choses que tu as évoquées dans la partie sur le rôle de la danse comme critique de la société pour parvenir à des nouvelles formes et également à davantage d'égalité, partager des valeurs. Hmm. Qu'est-ce que tu penses qui est, en tout cas, la technique qu'utilise la danse qui est peut-être la plus efficace pour transmettre ces messages-là parmi toutes celles que tu as évoquées? Bah, ça va être pour transmettre ça, ça va être de différentes façons. En fait, ça va dépendre forcément du propos. Mais bah, par exemple, on a vu l'exemple de l'Allemagne avec le Tanztheater. Donc, c'est toute la période qui va représenter l'avant-Seconde Guerre mondiale et jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de l'Allemagne et de la France après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on a vu, bah, par exemple, dans Courgeoss, la table verte, où justement, bah, en fait, les chorégraphes sont carrément obligés, en fait, de créer une pièce pour pouvoir, en fait, faire passer un message autrement. Que par bah, forcément la parole et justement là dans sa pièce il critique et d'ailleurs les danseurs font des gestes notamment de main comme des personnes bah, qui parlent et qui parlent donc là ici dans cette pièce là il va critiquer les politiciens qui justement parlent et parlent de la situation de la guerre entre les pays et les États mais qui finalement vont pas faire grand chose pour améliorer le sort de la société et bah forcément son message, il va pas du tout plaire, surtout en Allemagne pour l'époque, parce que bah, on n'a pas le droit de se révolter et d'avoir, de porter des messages et surtout de se révolter ou de critiquer enfin, par rapport enfin, à des états politiques aussi importants. Donc du coup, bah, moi je sais que ce chorégraphe-là, il a dû partir à Londres
pour pouvoir continuer sa carrière de chorégraphe parce qu'en fait, il pouvait plus rester en Allemagne. Et le problème, c'est ce qui s'est passé comme pour, par exemple, Pina Bausch pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin en 1933. Euh, Elle avait fait une danse qui avait été donc vue par notamment donc Hitler avant sa présentation officielle en répétition et donc sa danse avait été censurée parce que justement c'était trop en fait pour l'époque et à cette époque-là et dans ce contexte de Seconde Guerre mondiale comme on n'avait pas le droit du tout d'exprimer son opinion et sa pensée, c'est sûr que ça n'a pas aidé non plus, mais bah, c'est pour ça c'est important de le savoir et d'en prendre conscience parce que ce qu'ils ont quand même pensé à faire, représenter une idée politique ou critiquer une idée politique par la danse, bah, c'est quand même fort et c'est difficile à représenter parce que la plupart des choses passent toujours par la parole. Et comme le disait Marie Wigman dans sa citation, aucun art fort ni convaincant n'est jamais sorti d'aucune théorie. C'est que pour elle, vraiment, le pouvoir, c'est la danse. Et c'est pas la parole, le pouvoir. Le pouvoir, c'est de montrer ce que représente le corps en mouvement. Et c'est ça ce qu'il y a de plus fort, en fait. Donc, c'est vrai que c'est important de comprendre ça aussi. Voilà. Ok, très bien. Et par rapport justement à cette critique aussi, est-ce que tu penses que bah, aujourd'hui, enfin, on peut assister à de nouvelles formes artistiques en danse en lien avec le contexte actuel, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays? Oui, on peut toujours et justement là actuellement on a beaucoup progressé à partir des années 80 en France, on a beaucoup progressé dans la danse. On a justement commencé à intégrer déjà les arts numériques, chose qu'il n'y avait pas. Et les arts numériques vont être aussi vecteurs de plein de choses et permettre notamment aux spectateurs d'avoir un autre regard sur ça, on a par exemple donc un grand chorégraphe numérique, donc Mourad Merzouki, qui lui va justement et là justement ça revient un peu sur la danse jazz aux États-Unis. C'est justement ce progrès-là qui a été accompli, c'est que lui, Mourad Merzouki, son but c'est vraiment d'intégrer donc dans sa danse et jusque dans les personnes qu'il choisit, vraiment une mixité entre les danseurs et entre les propos dans sa danse. Donc tout va être le fruit d'une mixité culturelle, passant par la musique, les danseurs, les genres, tout. Et on a aussi une grande évolution sur les genres. Donc, on a par exemple Caroline Carlson qui va parler justement dans sa danse de la position de la femme. Il y avait aussi Pina Bausch dans Café Muller qui va parler de ça. Et encore plus récemment, donc on a par exemple Victoria d'Auberville qui va carrément, elle, porter un message justement pour le réchauffement climatique et pour des débats de société contemporains qui sont très importants et qui vont permettre aussi de nourrir des débats à la suite sur l'avenir, puisque ça va être un enjeu majeur de la société à l'avenir, le réchauffement climatique. Et du coup, c'est vrai que c'est important parce que enfin, c'est intéressant justement tout ce passé-là en danse parce que ça a permis justement de libérer les chorégraphes et de leur permettre de s'affranchir justement de normes et d'aller le plus loin possible pour pouvoir expérimenter le plus loin possible, que ce soit par le numérique ou pour tel ou tel propos. En fait, tout est possible et tout est faisable en danse et c'est ça qui est super parce que justement, on a énormément de possibilités et à l'avenir, il y aura encore d'autres chorégraphes qui vont encore avoir des nouvelles idées, qui vont défendre d'autres choses, d'autres valeurs. Et du coup, maintenant qu'on a la possibilité et qu'on a quand même plus de liberté de parole, etc., c'est encore plus intéressant parce qu'on peut défendre le propos et en parler ouvertement et du coup, c'est encore mieux. Mais sans tout ce qui s'est passé avant, donc par exemple en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale,
ou même au Japon, bah, en fait, ça aurait jamais émergé parce que les gens seraient restés dans une optique vraiment très carrée de la danse, avec telle ou telle technique, alors qu'en fait, la danse, c'est pas ça. La danse, c'est avant tout défendre quelque chose ou avoir un thème, un objectif, avant même bah, de penser au mouvement dansé ou à la musique, à la scénographie, etc. Et du coup, voilà. Ok, super. Et est-ce que tu penses que du coup, ça fait à nouveau sens de représenter et de monter de nouveau des spectacles de danse qui ont été réalisés dans un contexte spécifique pour dénoncer des choses, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément dans le même contexte? Bah si moi je pense que ça peut être moi je pense que ça peut être très intéressant bah déjà pour comprendre aussi le contexte politique de l'époque et c'est aussi bah intéressant de se replonger dans un contexte et de pas penser qu'au futur ou ce qui se passe actuellement parce que bah tous les faits et tout ce qui se passe tout est une succession de plein de choses qui se sont passées avant et qui s'accumulent et qui font que même maintenant un pays en est là ou tout ça. Et c'est vrai que bah, c'est important aussi et ça permet bah, aussi de donner, bah, pourquoi pas même des inspirations à des élèves ou à d'autres chorégraphes pour s'inspirer bah, par exemple d'un propos ou de gestes utilisés. Et c'est toujours important bah, de réinterpréter parce que chaque individu peut interpréter et interprète même différemment. Par exemple, chaque mouvement, et c'est ça qui est très complexe, c'est qu'on peut se dire par exemple bah, qu'un mouvement représente ça, mais en fait bah, pour une autre personne ça peut représenter quelque chose de totalement différent et ça peut être vu autrement. Et du coup bah moi je trouve que ça peut être intéressant de les revisualiser et de se re-questionner parce que bah, si on en parle par exemple ensemble avec plusieurs danseurs, ça peut permettre d'avoir des points de vue différents, de progresser et d'encore mieux comprendre les choses et de savoir ce qui s'est passé et d'avoir encore plus de connaissances, ce qui est toujours intéressant. Voilà. Ok. Bah, je crois que j'arrive au bout des questions que j'avais notées par rapport à ton oral, mais franchement, c'est Ouais. vraiment trop bien. Ok. Voilà, il y avait 4 minutes de trop, mais à nouveau, si on réduit un peu le temps, je pense qu'il n'y aura pas de souci particulier Oui. Ok. pour terminer dans les temps sur cette présentation. Ok. Non, vraiment, voilà, la seule partie peut-être qui était un petit peu plus longue que les autres, c'était celle qui évoquait justement la Oui. danse et la critique des inégalités sociales, mais en même temps, comme c'est le cœur de ton exposé, c'est normal que tu t'y attardes de plus. Donc, comme je te Oui. disais, sûrement que les coupes, elles se feront dans la Ok. première partie ou dans la partie sur Oui. la partie, je sais pas, genre la fin de la deuxième partie sur l'écologie. C'est Oui. possible de faire quelque chose de court, mais voilà, que tu te gardes du temps pour dire tout ce que tu veux en partie B. Ok. Donc voilà, voilà. Est-ce que tu as des questions encore de ton côté pour la séance d'aujourd'hui? Bah, pour moi, ça va. Ok. Donc ça veut dire on se retrouve la semaine La prochaine semaine de nouveau prochaine. sur Ouais, bah cette comme ça, même horaire. Ok. on Ouais, révise pas de encore. souci. Je regarderai, je préparerai de nouvelles questions pour qu'on continue de Oui. s'entraîner et qu'on puisse avancer là-dessus. Ok. Super. Bon, bah d'ici là, en tout cas, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Bah, merci À beaucoup. Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci.